Et si votre propre mari vous vendait à des inconnus pour qu'ils modifient votre corps et fassent de vous une matrice humaine, sans que vous le sachiez? Et si la trahison ne venait pas d'un ennemi, mais de la personne avec qui vous dormez chaque nuit? Ce que vous allez entendre aujourd'hui est une histoire bouleversante, inspirée de réalités terrifiantes. Une femme ivoirienne piégée dans un complot génétique, manipulée par ceux qu'elle aimait le plus. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. On veut connaître notre grande famille internationale. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Plus d'histoires vraies, puissantes et africaines. C'est parti. Il était un peu plus de 17 heures à Abobo, et le soleil, lentement avalé par les toits de tôle ondulée, semblait saigner sur les murs ocre. Kani Loba, 27 ans, marchait d'un pas souple dans les ruelles étroites du quartier Doucouré. Serrant contre elle un sac plastique contenant 2 boules d'atchiqué et un poisson braisé. La chaleur du jour restait collée à sa peau comme un mauvais pressentiment. Elle n'était pas du genre à se plaindre. Elle avait grandi dans le vacarme d'un Abidjan effervescent, entre les sermons de sa grand-mère et les cris des vendeurs de mangue. Toute petite déjà, elle avait appris à rester droite dans la tempête. Mais ce jour-là, il y avait une tension dans l'air, comme si la poussière elle-même savait que quelque chose allait casser. Sa maison, une chambre-salon modeste, construite en ciment brut, partagée avec son mari Blaise, se tenait au bout d'un sentier de terre battue. Elle était fatiguée, mais heureuse de retrouver Blaise. Il était tout pour elle. Depuis 5 ans, ils partageaient la même natte, les mêmes rêves et parfois les mêmes silences lourds. Elle l'aimait d'un amour solide, presque naïf. En entrant dans la cour, elle remarqua un détail troublant. La porte était entrebâillée. Ce n'était pas dans les habitudes de Blaise. Son cœur fit un bond, et son pas se fit plus rapide. En poussant la porte, elle sentit tout son univers se contracter. Blaise était là, assis, mais il n'était pas seul. Une femme, à peine voilée d'un pagne, était assise sur leur coussin, jambes croisées, un air de provocation dans les yeux. L'odeur d'un parfum inconnu flottait dans la pièce. Kani referma doucement la porte derrière elle, mais le claquement résonna comme une gifle. « Kani, faut qu'on parle, » dit Blaise, sans la regarder. Elle ne répondit pas. Elle posa calmement le sac sur la table. Son regard glissa entre son mari et l'inconnu. Aucun mot ne pouvait encore sortir. « C'est pas ce que tu crois. Mais c'est important. Très important, » ajouta-t-il, en se levant. Les jambes de Kani tremblaient, mais elle resta debout. Tout son corps hurlait, mais son visage était calme. « Tu me trompes, Blaise ?» Un silence, puis un souffle, puis la chute. « Je veux que tu portes l'enfant de cet homme, » dit-il enfin, le regard fuyant. Ce n'est pas elle. C'est autre chose. Le monde s'arrêta. Le ventilateur suspendu gronda faiblement. La femme sur le coussin se leva, un sourire discret aux lèvres, puis quitta la pièce comme un fantôme qui avait fini sa mission. Kani sentit son ventre se nouer. « Tu veux que je porte l'enfant d'un inconnu? C'est pour notre avenir, Kani. Tu comprendras plus tard. Mais je t'en supplie, fais-le pour moi. » Il n'y avait pas de larmes. Pas encore. Juste cette sensation de basculement, comme si l'univers s'était ouvert sous ses pieds. Elle sortit. Elle marcha. Longtemps. Les rues d'Abobo devenaient floues. Les visages se confondaient. Le vacarme habituel lui semblait lointain, irréel. Elle avait mal, pas seulement au cœur. C'était une fracture plus ancienne, plus profonde, que ce moment venait juste de réveiller. Cette nuit-là, dans une chambre étrangère, sur un lit inconnu, elle se recroquevilla. Elle ne savait pas encore qu'elle était entrée dans le voyage du héros, que sa vie venait de basculer dans l'appel à l'aventure. Mais au fond d'elle, une promesse silencieuse était née. Elle allait découvrir la vérité. Et peut-être bien plus. La nuit n'avait pas de fin. Pas pour Kani. Il y avait ce bourdonnement dans sa tête, pas tout à fait un son. Pas tout à fait un cri, un mélange d'incompréhension, de dégoût et de peur. Elle était assise au bord d'un vieux lit dans la cour de sa tante Yvette, à Yopougon, Trois-Rouges. Une lampe tempête vacillait sur une étagère poussiéreuse, projetant des ombres mouvantes sur ses bras nus. Le pagne qu'elle avait noué autour d'elle était à moitié défait, trempé de sueur et de honte. La voix de Blaise tournait en boucle dans sa mémoire. « C'est pour notre avenir, Kani. Tu comprendras plus tard. Mais je t'en supplie, fais-le pour moi. » Un enfant.
Un enfant conçu avec un inconnu. Son propre mari lui demandait cela, froidement, comme une faveur. Quel genre d'homme? Non, quel genre de monstre pouvait dire une chose pareille? Elle se leva brusquement, saisie par un haut-le-cœur. Elle se pencha au-dessus d'un seau vide et vomit. Pas ce qu'elle avait mangé, elle n'avait rien avalé depuis midi. Elle rejetait autre chose, sa confiance, son innocence, ses illusions sur l'amour. Sa tante l'entendit et entra aussitôt, une silhouette massive en robe imprimée, nouée sous la poitrine. « Canny, ma fille, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ne pouvait pas. Les mots étaient bloqués comme un os dans la gorge. Finalement, elle murmura, sans lever les yeux. « Tata, Blaise veut que je tombe enceinte, mais pas de lui. » Un silence terrible s'installa. Yvette s'assit lentement à côté d'elle. Elle avait cette façon particulière de ne pas hausser le ton, de ne pas juger. Mais ses yeux, eux, parlaient fort. « Tu es sérieuse? Il t'a dit ça? » Canny hocha la tête. « Il m'a dit que c'était pour notre avenir, qu'un homme allait venir. » Elle éclata soudain en sanglots. Pas des pleurs fragiles, des sanglots violents, secs, qu'elle retenait depuis trop longtemps. Yvette la serra fort, comme lorsqu'elle avait 10 ans et qu'on lui avait volé son sac d'école dans la rue. Cette fois, c'était sa vie qu'on avait volée. « Ma fille, écoute-moi bien. Ce n'est pas un mari, ça. Ce n'est pas un homme. Tu n'es pas un objet, Canny. Tu n'as pas à obéir quand on veut te piétiner. » Mais Yvette ne savait pas tout. Elle ne savait pas que Canny n'avait nulle part où aller. Pas de revenus stables, pas d'enfants, pas de diplôme. Blaise avait été son pilier, son protecteur, son monde. Refuser cette requête, c'était aussi refuser la seule stabilité qu'elle avait connue. Le lendemain matin, elle retourna chez elle. Pas pour pardonner, pas pour céder, mais pour comprendre. Elle voulait voir ses yeux. Elle voulait savoir s'il y avait une once de honte, une trace de regret. Blaise était là, comme si rien n'avait changé. Il balayait la cour, un bout de pain en bouche. Quand il la vit, il sourit faiblement. « Tu es revenu. Je savais que tu comprendrais. » Elle resta figée devant lui. « Qui est cet homme ?» Il la fixa un instant, puis répondit froidement. « C'est quelqu'un de puissant. Il n'a pas le droit d'avoir d'enfant légalement. Mais il veut une descendance. Une femme discrète, de confiance. On a été choisis, toi et moi. Il nous offre beaucoup d'argent. On pourra tout recommencer. » La gifle partit toute seule. Il chancela, surpris. Il porta sa main à sa joue. Un rire amer s'échappa de sa gorge. « C'est tout ce que tu peux faire? Tu préfères vivre pauvre toute ta vie? Tu sais combien de femmes auraient accepté? Alors va les chercher. Ces femmes-là. Je ne suis pas à vendre. » Elle quitta la cour sans se retourner. Mais ses jambes tremblaient. Elle ne savait plus si elle fuyait, ou si elle commençait à marcher vers quelque chose d'autre. Cette nuit-là, seule dans une maison voisine où une amie l'avait recueillie, Canny regardait le plafond troué en silence. Elle avait refusé l'appel. Elle avait dit non. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Quelque chose la suivait. Une vérité, un piège, ou peut-être une destinée plus sombre encore. Canny n'était plus tout à fait elle-même. Quelque chose s'était rompu en elle, non pas comme une corde qui cède d'un coup, mais comme une fibre qui s'effiloche lentement, inexorablement. Elle avait dit non. Elle avait fui. Mais cette fuite ne lui donnait ni paix ni refuge. Elle ne dormait plus. Elle ne pensait plus en ligne droite. Elle se tenait dans un entre-deux, entre l'avant et l'après, entre la douleur et la rage. Et quelque part, elle sentait que ce refus allait avoir un prix. Depuis 3 jours, elle s'était installée temporairement chez Maïmouna, une amie d'enfance avec qui elle avait partagé les pupitres en CP1 à l'école municipale de Koumassi. Maïmouna vivait seule dans une petite chambre en haut d'un immeuble délabré, non loin de l'ancienne gare de Bassam. L'endroit n'était pas sûr, mais Maï tenait bon. Elle avait ce feu en elle, cette façon de rire à gorge déployée même quand la vie mordait fort. Mais ce soir-là, même Maï ne riait plus. « Tu es surveillée, Canny. » Ces mots, posés comme des pierres, coupèrent le silence de la pièce. Maïmouna tenait son téléphone d'une main, l'écran allumé sur une série de messages WhatsApp qu'elle venait de recevoir. « Ton mari a posté des photos de toi. Il raconte que tu es malade, mentalement instable,
que tu refuses un traitement. Et il y a un homme qui m'a écrit. Il me propose de l'argent si je te ramène. Kani sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Elle prit le téléphone, lut les messages, relut. Des numéros inconnus. Des termes inquiétants, discrètes, coopératives, préparées psychologiquement. Et ce prénom qui revenait, Docteur Koné, toujours cité avec une forme d'autorité terrifiante. C'est qui se connaît? Murmura-t-elle. Aucune idée. Mais à mon avis, c'est pas un vrai médecin. Kani recula, s'assit. Elle comprenait enfin. Ce n'était pas juste une trahison conjugale. C'était une mise en scène. Un scénario. Et elle était le personnage piégé au centre. Son mari. Son propre mari. Il ne voulait pas la convaincre. Il voulait la livrer. Le lendemain, à la première heure, Kani sortit avec Maïmouna. Direction le quartier Plateau, au cœur du pouvoir et des mensonges. Elle n'y allait pas par hasard. Elle se souvenait de ce que Blaise lui avait dit, autrefois, sans y prêter attention. Le gars qui me soutient, il a un cabinet dans une tour là-bas. Un vrai cerveau. Il comprend comment fonctionnent les riches. Elle savait qu'elle prenait un risque. Elle n'avait pas d'armes, pas d'alliés puissants, rien d'autre que son instinct et une colère qui la tenaient debout. À midi, elle se retrouva devant un immeuble vitré, trop brillant pour être honnête. Une plaque indiquait « Centre médical de fertilité et recherche génétique, Docteur Koné Bakari ». Le nom, le même. Maï resta dehors, guettant, tremblante. Kani entra seule. Le hall était froid, aseptisé, impersonnel. Une jeune réceptionniste, trop souriante, l'accueillit avec une politesse mécanique. « Vous avez rendez-vous? »« Non. Mais dites à Docteur Koné que Kani Loba est là. Il saura. » La fille fronça les sourcils, puis passa un appel rapide. Quelques instants plus tard, 2 hommes en blouse blanche arrivèrent. « Veuillez nous suivre, Madame Loba. » Kani hésita, mais son instinct lui dit de continuer. Elle voulait voir ce visage. Elle voulait connaître l'ennemi. Elle traversa un couloir long, trop propre. Une lumière blanche l'éblouissait. Elle entendait son propre souffle comme un écho d'avant-tempête. Enfin, une porte s'ouvrit. Un homme d'une 50aine d'années, rasé de près, assis dans un fauteuil de cuir, l'observait comme un bijou volé qu'on vient de retrouver. « Kani Loba, enfin, je commençais à croire que tu n'étais pas à la hauteur de ce qu'on m'avait dit. » Elle s'assit, droite, calme en surface, mais en elle, quelque chose flambait. Ce jour-là, elle franchit un seuil invisible. Elle venait de mettre les pieds dans la tanière du lion. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Et ce qu'elle allait découvrir, ce que cet homme allait lui révéler dans les prochains jours, allait détruire toute l'image qu'elle avait de sa vie, de son passé et même de son corps. Kani Loba était assise, droite, le dos tendu comme un arc, dans le fauteuil face au bureau glacé du docteur Koné Bakari. Elle ne bougeait presque pas, à l'exception de ses yeux, qui passaient en revue chaque détail du cabinet, les diplômes encadrés, les photos feintes avec des visages politiques, le buste ivoirien en bois sculpté trônant sur une étagère. Tout ici sentait la réussite, le pouvoir et la corruption savamment dissimulés sous des couches de prestige. Mais elle n'était pas venue pour admirer la décoration. Elle voulait la vérité. Le docteur feuilletait un dossier beige devant lui. Il prenait son temps, méthodique, presque théâtral. « Tu ne sais pas à quel point tu es spécial, Kani Loba, dit-il enfin, sans lever les yeux. Elle ne répondit pas. Elle attendait. « Tu es en excellente santé, féconde, belle, équilibrée, parfaite, même dans les normes que nous cherchons. » Il marqua une pause. Et surtout, il ferma le dossier lentement. « Tu as une lignée génétique très rare. Un sang qui ne ment pas. Tu descends d'un groupe ethnique porteur d'un facteur cellulaire très recherché. » Elle sentit son estomac se nouer. Pourquoi Blaise m'a-t-il vendu? Il sourit, froid, maître de son récit, parce qu'il avait des dettes, grosses, et parce qu'il t'admirait. Il savait que tu pouvais lui rapporter bien plus qu'un amour misérable entre 2 tôles rouillées. Tu étais son espoir, et son sacrifice. Kani baissa la tête une seconde, pas pour pleurer, pour contenir sa haine. Elle ne voulait pas donner le plaisir de ses larmes à cet homme. Et cet enfant, ce que vous voulez que je porte, c'est quoi? Un projet, un modèle biologique d'élite.
Pas juste un enfant, mais un héritier conçu. Les meilleurs gènes, la meilleure mère. C'est une nouvelle ère, Kani. Et tu pourrais être au centre de tout ça. Tu n'imagines pas les portes que ça ouvrirait pour toi. Fini la pauvreté. Fini le désespoir. Elle le fixa. Longtemps. Puis dit calmement. Et si je refuse? Il ne répondit pas immédiatement. Il se leva, fit lentement le tour du bureau, puis se pencha à son oreille. Alors tu n'auras pas seulement perdu ton mari. Tu risques de perdre ta liberté. Voir ton nom, ou ton corps lui-même. Un frisson glacial lui remonta la colonne. Ce soir-là, Kani retourna chez Maïmouna sans dire un mot pendant tout le trajet. Son silence était lourd, presque sacré. Mais elle n'était pas seule. Quelqu'un avait remarqué son passage au centre. Quelqu'un l'avait suivi. Et ce quelqu'un frappa à leur porte à 21h12, un manteau kaki sur les épaules, une casquette enfoncée sur le crâne. Je m'appelle Idriss. Je suis un ancien du centre. Moi aussi, on a voulu me recruter. Mais je me suis échappé. Si tu veux survivre, Kani, tu vas devoir écouter tout ce que je vais te révéler. À partir de ce moment, Kani entre dans une autre guerre. Plus vaste, plus sournoise. Elle découvre que plusieurs femmes ont disparu dans les mêmes conditions. Que des familles entières ont été réduites au silence. Que l'organisation derrière le docteur connaît s'étend jusqu'à certaines institutions publiques. Et elle comprend qu'elle ne peut plus fuir. Elle va devoir lutter. Mais pour cela, elle doit d'abord retrouver ses forces. Son identité. Son feu. Car l'épreuve véritable ne faisait que commencer. La pluie battait sur la tôle de la chambre comme un tambour de guerre. Abidjan grondait dans la nuit. Mais dans l'esprit de Kani, c'était un autre orage qui éclatait. Un déluge de vérité, trop lourde, trop noire pour son cœur fatigué. Elle ne dormait plus. Depuis que Idriss avait franchi la porte, tout son monde avait basculé une seconde fois. Il parlait d'un réseau médical souterrain, d'un programme appelé les matrices, de femmes sélectionnées, modifiées à leur insu, de grossesses déclenchées, puis interrompues, d'enfants jamais vus, vendus comme on vend des semences rares à des familles riches et stériles. Et plus que tout, il parlait d'un centre caché, bien au-delà du plateau, dans une zone industrielle désaffectée à Trècheville. Un lieu qu'on n'évoquait que par peur. Tu veux des réponses? Tu dois y aller. Mais tu dois être prête. Tu ne reviendras pas indemne. Le matin, Kani se réveilla après un rêve étouffant. Elle courait pieds nus dans une forêt de seringues, poursuivie par des enfants sans visage. Et à la fin, elle tombait sur un miroir. Son reflet, un ventre arrondi, mais pas de regard dans ses yeux. Vide, silencieux, perdu. Elle se leva avec un vertige. Elle avait mal au bas-ventre. Une douleur diffuse, sourde, presque intime. Elle alla dans la salle d'eau, se regarda dans la glace brisée. Il y avait quelque chose d'étrange dans son corps, comme si elle n'était plus seule. Elle toucha son ventre. Et là, la panique monta. Une trace d'aiguille, ancienne mais bien réelle, sur sa hanche gauche. Une fine ligne, à peine visible. Et autour, un petit hématome. Une injection. Elle recula. Son souffle s'accéléra. Ils m'ont déjà fait quelque chose. Je n'ai rien senti, rien vu, mais ils ont touché à mon corps. Elle s'effondra sur le sol, le cœur tambourinant. Son esprit se mit à tourner. Et tout à coup, elle comprit. Le jour où elle s'était effondrée dans la rue, après une dispute avec Blaise, 3 semaines plus tôt, elle avait cru qu'elle avait juste trop marché sous le soleil. Mais non, c'était le moment, là où il l'avait prise, là où tout avait commencé. Elle fouilla son sac, chercha fébrilement les carnets de santé, ses dossiers médicaux. Rien. Tout avait disparu, comme si son passé corporel avait été effacé. À midi, elle décida d'affronter Blaise une dernière fois. Non pas pour des explications, mais pour sa vérité à elle. Elle le retrouva à la petite buvette où il avait l'habitude de jouer aux cartes. Il riait, détendu, une bière à la main, comme si de rien n'était. Elle s'approcha, posa sa main sur la table, tremblante. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Blaise ?» Le silence tomba autour. Tous les regards se tournèrent vers eux. Blaise blêmit, mais tenta de garder contenance. « Tu délires, Kani. T'as besoin de repos. Tu m'as drogué. Tu m'as vendu.
Et tu m'as laissé seule dans ce cauchemar. Mais maintenant, j'ai compris. Et je vais parler. Je vais vous exposer. Tous. Un murmure parcourut l'assemblée. Blaise tenta de se lever, mais elle était déjà partie. Le vent d'Abidjan portait son silence comme une gifle. Cette nuit-là, elle revint chez Maï et annonça: « Je vais aller au centre. Celui de Trècheville. Je veux voir. Je veux savoir ce qu'ils m'ont injecté. Et si je suis déjà enceinte, je veux connaître le nom de l'homme. Je veux regarder le mal en face. » Idriss hocha la tête. Il savait. C'était le moment. L'entrée dans l'abîme. Mais il y avait une chose que ni lui, ni elle, ne pouvaient anticiper. Au fond de son corps, quelque chose vivait déjà. Quelque chose que ni les médecins, ni Blaise, ni le système lui-même ne comprenaient vraiment. Quelque chose qui allait tout faire exploser. Le vent de Trècheville était lourd ce soir-là, chargé d'odeurs de poissons fumés, de moteurs cracheurs et de secrets suintants. Kani portait un pagne noir serré à la taille, un foulard épais cachant ses tresses et une paire de sandales silencieuses. Dans ses poches, deux choses, un petit couteau et un carnet vide pour noter chaque nom, chaque preuve, chaque vérité. Idriss l'attendait dans une ruelle derrière un entrepôt désaffecté. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté Yopougon. Son regard disait tout. Ce qu'ils allaient voir ce soir pouvait briser plus que la chair. Ça pouvait briser l'âme. Ils passèrent une clôture cassée, escaladèrent un muret, traversèrent une cour d'ombre. Puis, là, dissimulée derrière une fausse façade d'usine désaffectée, une porte métallique grise, sans aucune enseigne. Un interphone. Idriss entra un code. La porte s'ouvrit. Le couloir intérieur était propre. Trop propre. Odeur de désinfectant, lumière blanche, mur sans fenêtre. Un homme en blouse passa sans les regarder. Kani baissa les yeux, comme on le lui avait dit. Elle jouait le rôle d'une candidate silencieuse, une visite surprise pour test préalable. Mais son cœur battait dans ses tempes. Ils descendirent 3 niveaux, puis une salle, et là, tout bascula. Une pièce vitrée. Derrière, des femmes allongées, perfusées, certaines inconscientes, d'autres yeux ouverts, sans voix. Des visages jeunes, parfois à peine sortis de l'adolescence. Sur les murs, des tableaux blancs couverts de mots médicaux, de croquis d'utérus, de séquences ADN. Et sur une table, un dossier beige marqué Caniloba code génétique ORB 12Z. Elle s'en approcha, tremblante. À l'intérieur, des schémas détaillés de ses organes reproducteurs, des analyses sanguines, des annotations, mais aussi des lettres échangées entre Blaise et le centre, où il consentait à offrir le corps de son épouse en contrepartie d'une exonération de dette. Et plus bas, une signature. Docteur Koné Bakary. Et un cachet, Fonds privé Humanogen Afrique. Kani chancela. Idriss la rattrapa. Tu vois maintenant, ce n'est pas que toi. C'est un réseau, une fabrique, un commerce biologique sur fond de discours humanitaires. Mais il y avait pire. Dans les pages suivantes, une photo d'un homme, flouté, marqué donneur alpha. Et un détail. Le donneur est porteur d'un sang dit ancestral, compatible uniquement avec des lignées génétiques spécifiques issues de populations ouest-africaines endogènes. Et là, l'incompréhensible. Kani elle-même, non seulement compatible, mais désignée vecteur primaire pour la gestation d'un embryon hybride. Un terme revenait partout. Projet Lamba. Tu sais ce que ça veut dire, Lamba? Murmura Idriss. Non, c'est un mot ancien. Chez les peuples du Kasaï, ça désignait une femme choisie par les dieux pour enfanter un être spécial. Sacré. Mais aujourd'hui, ils ont volé le mot pour justifier leurs expériences. Ils veulent fabriquer un héritier. Un homme parfait. Et toi, t'es leur matrice. Le sol se dérobait sous elle. Mais en elle, quelque chose se leva. Pas une peur. Pas une fuite. Un feu. Un refus. Un éveil. Elle se leva, fixa les vitres, regarda les femmes endormies. Puis son reflet dans le verre. Ses larmes ne coulaient plus. Sa gorge ne tremblait plus. Je suis née dans la boue. J'ai aimé un homme qui m'a vendu. Et maintenant, je vais me battre pour que plus aucune femme ne traverse ça. Je vais brûler ce monde silencieux. Idriss la regardait. Il comprenait. Tu veux partir d'ici maintenant? Demanda-t-il. Non. Je veux rester. Je veux prendre des photos.
Des noms. Je veux leur faire peur avec leurs propres armes. Et ensuite, je veux tout dire. Je veux faire du bruit. Et alors, dans le silence lourd du sous-sol, une voix électronique résonna. Présence détectée dans zone 3. Bloc expérimental. Sécurisation en cours. Ils étaient repérés. Cours, Kani, cria Idriss. Mais garde le dossier. Ne le lâche jamais. Ils coururent dans les couloirs, entre des cris, des portes qui se fermaient, des alarmes rouges clignotant. Ils sortirent par une trappe arrière, aidés par un agent de sécurité corrompu, payé en avance par Idriss. Dans la ruelle, haletant, sale, blessé, Kani regarda le ciel. Lamba, guerrière, trahie, mais debout, et maintenant, éveillée. L'aube se levait sur Abidjan, rougeoyante et moite, comme si le ciel lui-même saignait en silence. Dans le quartier de Port-Bouët, sur une plage encore vide, Kani Loba marchait lentement, ses sandales traînant sur le sable humide. Son ventre, désormais légèrement arrondi, trahissait l'évidence, l'enfant était en elle. Mais ce n'était pas une grossesse ordinaire. C'était un combat, un cri, une guerre silencieuse entre deux forces, ce qu'il voulait faire d'elle et ce qu'elle décidait de devenir. Depuis l'évasion du centre, les jours s'étaient enchaînés comme un fleuve en crue. Kani avait fui d'un refuge à l'autre, parfois hébergé dans une église, parfois dissimulé par des journalistes citoyens, d'autres fois par des femmes qu'elle ne connaissait pas, mais qui la regardaient avec des yeux solidaires. Idriss avait disparu, peut-être capturé, peut-être tué, mais elle survivait, et surtout, elle préparait l'attaque finale. Elle avait envoyé des copies du dossier à une ONG européenne. Elle avait contacté une réalisatrice ivoirienne engagée. Ensemble, elles avaient tourné un court documentaire clandestin, dissimulant son visage, mais exposant la réalité. Les tests, les femmes en coma, les termes médicaux, les contrats signés sous la contrainte. Les réseaux sociaux prenaient feu. La presse locale commençait à murmurer. Le nom de docteur, Koné apparaissait dans les hashtags. Mais les autorités restaient silencieuses. Complices. Alors Kani décida de frapper autrement. Un soir, dans un centre communautaire à Adjamé, elle organisa une rencontre de femmes. Femmes battues, violées, trahies, réduites au silence. Elle leur parla, pas comme une victime, mais comme une résistante. Ils pensaient que j'étais une matrice, un corps alloué, mais je suis une mémoire. Je suis le nom de toutes celles qu'ils ont effacées. Les femmes se levèrent, en larmes, poings serrés. Ce n'était plus une histoire individuelle. C'était un soulèvement latent. Mais dans l'ombre, Blaise n'avait pas dit son dernier mot. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un rendez-vous avec un avocat, il l'attendait, accoudé au mur de son ancienne maison, amaigri, sale, mais ses yeux brûlaient toujours de ce même feu tordu, la possession. Kani, ils m'ont tout pris. L'argent, le boulot, la maison. Je suis désolée. Elle ne bougea pas. Pas de colère, pas de haine, juste une vérité froide. Moi aussi, tu m'as tout pris. Mais moi, j'ai survécu. Il la supplia. Il pleura. Il tenta même de l'agripper. Mais elle le repoussa d'un regard. Je ne suis plus ta femme. Je suis la mère d'un combat que tu n'as jamais su mener. Les mois passèrent. Kani s'installa dans un petit village au nord d'Abidjan, protégé par une communauté de femmes activistes. Elle apprenait l'agroécologie, enseignait aux jeunes filles la lecture et écrivait. Elle écrivait sa vérité. Son ventre grossissait. L'enfant, ce fruit d'une manipulation génétique, se développait bien. Mais étrangement, il réagissait à ses émotions. Quand elle chantait, il bougeait. Quand elle plairait, il se calmait. Quand elle méditait, il lui semblait l'entendre penser. Elle ne savait pas ce qu'il serait. Mais elle savait une chose. Ce n'était pas l'enfant du système. C'était le sien. Et elle l'aimait. Le jour de l'accouchement, la pluie tomba fort sur le toit de tôle. Elle cria. Elle souffrit. Elle saigna. Et elle mit au monde un petit garçon, aux yeux d'un noir profond, calme comme la nuit après une tempête. Un silence sacré entoura sa venue. Elle le nomma Nzima, celui qui survit à la mer, à la guerre et aux trahisons. Quelques semaines plus tard, le documentaire devint viral. Des ONG internationales exigèrent l'ouverture d'une enquête.
Le docteur Koné fut arrêté. Blaise, lui, disparut. Et Kani, devant un symbole. Pas une star, mais un feu qui continuait de brûler. Sur la même plage de Port-Bouët où tout avait commencé, elle s'assit, son fils contre elle. Elle chanta doucement, et pour la première fois depuis longtemps. Elle n'avait plus peur. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout l'histoire de Kani Loba, une femme trahie, brisée, mais jamais vaincue. Son courage n'est pas seulement une fiction, il est l'écho de milliers de femmes dans le monde réel. Et vous qui regardez cette histoire, dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous? Abonnez-vous à notre chaîne pour soutenir nos histoires puissantes, nos voix africaines et nos vérités sans filtre. Un like, un partage, un commentaire, ça change tout. À très bientôt pour une nouvelle histoire.